Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 12 de Physiologie humaine. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un organe qui est, tout simplement, fascinant, le muscle cardiaque. Imaginez un instant un moteur qui tourne sans jamais s'arrêter, de la naissance jusqu'à la fin de la vie. C'est précisément le défi que relève notre cœur chaque seconde. Alors la grande question qui se pose, c'est comment est-ce que c'est possible d'un point de vue biologique? On va décortiquer ensemble les mécanismes vraiment uniques qui permettent au cœur de réaliser cette prouesse incroyable, de fonctionner sans arrêt, tout en s'adaptant constamment à nos besoins. Ok, pour bien saisir toutes ces particularités, il faut d'abord comprendre à quel point les exigences qui pèsent sur lui sont uniques. Voyons voir ce qu'on attend de ce muscle, en permanence. Contrairement à un biceps ou un quadriceps, le cœur, lui, il a 3 commandements absolus, si on peut dire. D'abord, et c'est le plus évident, il n'a pas le droit de s'arrêter. Jamais. Ensuite, il doit toujours être assez fort pour envoyer le sang partout dans l'organisme, vaincre toutes les résistances. Et enfin, il doit être capable de moduler sa puissance. Il ne travaille pas de la même façon si on dort ou si on court un sprint. Alors, la question c'est, comment le cœur arrive-t-il à relever des défis pareils? Eh bien, la première partie de la réponse, la première clé de compréhension, elle se trouve dans sa structure même, à l'échelle de ses cellules. Si on regarde au microscope, on voit que les cellules cardiaques, qu'on appelle les cardiomyocytes, ne sont pas isolées. Elles sont connectées les unes aux autres par des structures très spéciales, les disques intercalaires. Pensez à ça comme à des points de suture ultra perfectionnés qui assurent à la fois une liaison mécanique solide et une connexion électrique. Et cette interconnexion, ça crée ce qu'on appelle un syncytium fonctionnel. C'est un mot un peu compliqué, mais l'idée est simple, les cellules fonctionnent comme une seule et même entité. Quand une seule cellule reçoit l'ordre de se contracter, l'information électrique se propage instantanément à toutes ses voisines comme une vague. Le résultat, une contraction globale, massive et surtout parfaitement synchronisée. Tout le monde travaille en même temps. Si on compare avec un muscle squelettique classique, on voit une autre différence majeure. Regardez la densité de mitochondries. C'est énorme, près de 30% du volume de la cellule. Pour rappel, les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules. Et si le cœur en a autant, c'est tout simplement parce que son besoin en énergie est colossal et constant. Il n'y a pas de pause, donc il faut de l'énergie tout le temps. Très bien, on a vu la solution structurelle. Maintenant, passons à la solution mécanique. Comment le cœur s'assure-t-il d'être toujours assez puissant? La réponse est liée à une propriété fascinante, sa réaction à l'étirement. Alors, ce graphique est vraiment la clé pour comprendre une différence fondamentale entre le muscle cardiaque, en haut, le graphique A, et le muscle squelettique, en bas, le B. Ce qu'on observe ici, c'est la relation entre la longueur d'un muscle, donc son étirement, et la force qu'il peut générer. C'est la fameuse relation force-longueur. D'abord, regardons le muscle squelettique, en bas, le B. La force totale est en vert, on voit bien qu'il y a une longueur optimale. Si on l'étire au-delà de ce point, la force qu'il peut produire s'effondre. C'est logique, les ponts d'actine et de myosine sont trop éloignés pour bien s'accrocher. C'est un peu comme un élastique trop tendu qui perd de sa force. Et maintenant, regardons le cœur. Graphique A. Et là, c'est complètement différent. La force totale, la courbe verte, elle ne fait qu'augmenter avec l'étirement. Elle ne s'effondre jamais. Pourquoi cette différence? C'est grâce à sa composante passive, la courbe bleue, qui est extrêmement développée. En gros, le tissu cardiaque lui-même est incroyablement élastique. Il se comporte comme un ressort hyper performant. Et cette propriété a une conséquence énorme, qu'on résume par cette phrase. Plus on étire le cœur, plus il devient fort. C'est le principe de la loi de Starling. Concrètement, ça veut dire que plus il y a de sang qui arrive dans le cœur, plus ses parois sont étirées et automatiquement, la contraction suivante sera plus puissante pour éjecter ce surplus de sang. C'est un mécanisme d'autorégulation absolument génial. On a donc la structure en syncytium pour la coordination et la relation force-longueur pour la puissance. La pièce suivante du puzzle, c'est la solution électrochimique. Comment le signal électrique, l'ordre de se contracter, se transforme en une action mécanique. Et là encore, le cœur a sa propre méthode, très différente de celle des muscles squelettiques. Le potentiel d'action cardiaque, l'impulsion électrique, a une durée inhabituellement longue, environ 200 millisecondes. C'est énorme, comparé à un neurone ou à un muscle squelettique. Et cette lenteur n'est pas un défaut, c'est une sécurité absolument vitale. Elle garantit une période réfractaire longue, ce qui signifie que le cœur a obligatoirement le temps de se relâcher et de se remplir de sang avant la prochaine contraction. Ça empêche ce qu'on appelle le tétanos, une contraction permanente, qui pour le cœur serait évidemment fatale. Le déclenchement de la contraction repose sur un mécanisme super élégant qu'on appelle la libération de calcium induite par le calcium, ou CICR. L'idée est simple, une petite quantité de calcium qui entre dans la cellule depuis l'extérieur va agir comme une étincelle.
Cette étincelle va déclencher la libération massive du calcium qui était stocké à l'intérieur de la cellule, dans le réticulum sarcoplasmique. C'est vraiment l'allumette qui enflamme le baril de poudre. Et ce système à 2 étages est fondamental. Le calcium déclencheur qui vient de l'extérieur ne représente que 20% du calcium total nécessaire, mais c'est lui qui commande la libération des 80% restants. Et ça change tout. Ça veut dire qu'en contrôlant la petite quantité de calcium qui entre, on peut moduler la taille de la grosse libération interne. Et donc on peut moduler la force de la contraction. C'est un système graduel. Voilà donc la grande différence. Le muscle squelettique a un couplage électromécanique. C'est un contact physique direct qui déclenche la libération de calcium. C'est du tout ou rien. Le muscle cardiaque, lui, a un couplage électrochimique. C'est un messager chimique, le calcium déclencheur, qui fait le lien. Et ça permet une force de contraction graduelle et finement modulable. Ok, on a un système modulable grâce au calcium. La question logique suivante, c'est comment est-ce que le corps, et notamment le système nerveux, fait pour jouer avec ce système et adapter la force du cœur en fonction des besoins. Prenons un exemple concret, une situation de stress ou un effort physique. Le système nerveux sympathique va libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline. Ces hormones vont venir se fixer sur des récepteurs à la surface des cellules cardiaques, les fameux récepteurs bêta-adrénergiques. Et là, à l'intérieur de la cellule, ça déclenche toute une cascade de signalisation. Et cette cascade, via des messagers comme l'AMPC et la PKA, va avoir plusieurs effets. Pour simplifier, ça va augmenter l'entrée du calcium déclencheur et ça va aussi rendre plus efficace le recyclage du calcium, c'est-à-dire sa recapture dans les réserves après la contraction. Le résultat combiné de tout ça, une contraction qui est à la fois plus forte et plus brève. Et ce graphique illustre ça magnifiquement. À gauche, en A, c'est la situation au repos. À droite, en B, c'est après une stimulation adrénergique. Regardez le pic de calcium, il est plus haut et il retombe plus vite. Et juste en dessous, la force de contraction suit exactement le même schéma. Plus forte et plus courte. C'est ce qui permet au cœur de battre non seulement plus fort, mais aussi plus vite, puisque la phase de relaxation est raccourcie. Donc pour résumer les points absolument essentiels à retenir sur le muscle cardiaque, premièrement, sa structure en syncytium qui garantit une contraction coordonnée comme une seule équipe. Deuxièmement, sa propriété intrinsèque où l'étirement augmente la force. Troisièmement, son mode de déclenchement par libération de calcium induit par le calcium qui permet de graduer la force. Et enfin, le fait que cette force est modulée en jouant sur les niveaux de calcium et non pas en recrutant plus ou moins de fibres comme dans un muscle squelettique. Tous ces mécanismes cellulaires qu'on vient de voir, ce sont les fondations, les briques élémentaires qui expliquent comment le cœur peut fonctionner comme une pompe aussi performante. C'est en comprenant ça qu'on peut ensuite comprendre l'organe dans son ensemble. Et c'est justement ce qu'on fera dans le prochain chapitre. On verra comment toutes ces cellules s'assemblent et s'intègrent pour faire fonctionner le cœur. Mais avant de passer à ça, un petit conseil, prenez le temps de faire les quiz qui accompagnent ce chapitre. C'est vraiment le meilleur moyen de vérifier que tous ces concepts qui sont quand même assez denses sont bien en place. On se retrouve très vite pour la suite.